Bonsoir, bienvenue dans votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Covid-19, une pandémie qui touche et paralyse l'économie de plusieurs pays dans le monde, notamment les nôtres. Parlant de l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, nous avions échangé avec l'économiste Noël Tchani Mwadjanvita sur un thème qui est la vie avant et après cette pandémie. À cela est suivi notre rubrique Avis du public où nous avons tendu notre micro à plusieurs intervenants, toujours sur le même thème. Suivant. Je m'appelle Maman Lili Lingima, cambiste à Aix-les-Châteaux. En mon sens, notre monnaie hausse par spéculation. C'est aussi dû à la loi de l'offre et la demande. Si la demande est vraiment élevée, le taux hausse. Si pas, ça baisse. Mais nous, si le taux augmente, ça ne nous plaît pas car tous les domaines sont touchés, comme le domaine alimentaire, car ici, chez nous, en République démocratique du Congo, 80% des aliments sont importés. Alors, il serait nécessaire que nous puissions consommer bio. Cela va diminuer la demande fréquente de dollars. Parce que les importateurs ont toujours besoin du dollar et la banque semble ne pas être en mesure de leur servir. Ils reviennent toujours sur les marchés noirs. La pandémie n'est pas vraiment la cause, car si c'était le cas, ça devait déjà baisser. Et avant, quand il y avait ce genre de crise, les autorités infectaient le dollar sur les marchés noirs pour acheter les francs congolais et les francs baissaient. Mais ce que nous vivons maintenant n'est pas le cas. Le problème d'inflation de la monnaie dollar dans notre pays, vraiment, alors que les autres vivent avec leur propre monnaie, ce qui est le contraire dans notre pays. Pourquoi ne pas stabiliser notre monnaie locale d'abord ? Au lieu de toujours dépendre à celle de l'étranger, dans notre pays, tout est en dollars. Les loyers, dollars. Aller au marché, dollars. Parce que nous ne sommes pas que des chauffeurs de taxi, nous sommes également des locataires. Par exemple, aujourd'hui, si vous louez la maison à 100 $, dans notre pays, nous voyons comment leur gouvernement vient les aider. Et pourquoi pas notre gouvernement ne nous aide pas? Tel que je suis là, je ne peux pas demander au gouvernement de m'aider. Et si j'ai demandé, mes enfants iront demander auprès de qui? Nos autorités doivent prendre conscience de bien faire leur travail. Tel que moi, que vous voyez. Bonsoir, Monsieur Noël Tchani. Bonsoir. Notre sujet d'aujourd'hui est la vie après Corona. La première question sera, quelle est votre analyse sur la dépréciation du franc congolais? Est-ce que la Banque centrale joue plein ce rôle? Parce qu'au vu de la situation, le pouvoir d'achat s'affaiblit semaine après semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, le franc congolais, c'est la monnaie nationale de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, elle a été mise en circulation en 1998 et plus spécifiquement le 30 juin 1998. J'avais contribué à la création du franc congolais, à la conception, à la mise en œuvre du franc congolais à l'époque. Quand on avait introduit le franc congolais, $1 achetait un franc congolais, pour être exact, 1,3 francs congolais. Donc vous voulez dire que $1 valait franc congolais? Voilà, à l'époque. Aujourd'hui, nous avons $1 qui vaut 1900 à 2000 francs congolais. Donc si vous prenez 2000 francs congolais divisé par le taux d'échange de 1998, lorsqu'on avait introduit cette monnaie, vous allez trouver que la monnaie s'est dépréciée de près de 200 000%. C'est du jamais vu dans l'histoire des monnaies à travers donc, le monde. Notre monnaie n'a aucune valeur aujourd'hui. Et quand on regarde simplement le début du mois de mars, lorsque la pandémie coronavirus a commencé, il y a eu $1 acheté 1600 francs congolais.
Aujourd'hui, 2 mois, 3 mois plus tard, nous sommes à $1 égal à 2000 francs congolais. Ça veut dire qu'il y a eu, rien que sur cette période-là, une dépréciation monétaire de près de 35%. Et quelle est la cause, selon vous, la cause de cette dépréciation? La cause, c'est une combinaison de facteurs. D'abord, nous sommes dans un pays qui ne produit pas du tout. Nous importons pratiquement du tout, y inclut notre propre nourriture. Et quand il y a eu cette pandémie et qu'on a fermé les frontières, il y a spéculation parce que des gens s'attendent à ce qu'il y ait pénurie de biens sur le marché et les marchands s'attendent à pouvoir vendre les stocks qu'ils ont accumulés et pour cela on augmente les prix et les gens sont obligés de pouvoir payer ces prix très élevés pour s'acheter donc de quoi survivre pendant donc la pandémie. Ça c'est la première chose. Donc manque de production au niveau national parce que littéralement tout ce que nous importons, tout ce que nous consommons est importé. Deuxième élément important, c'est un manque de politique économique et budgétaire. Au niveau du gouvernement, il faut que le gouvernement vive dans la limite de ses moyens. Or, notre gouvernement, à la fin du mois d'avril, avait prévu d'avoir un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. À la place, nous avons réalisé un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. C'est-à-dire, nous avons dépensé plus d'argent que ce qu'on avait donc dans les caisses. Pour dépenser plus d'argent que ce qu'on a donc dans les caisses, il faut trouver la différence quelque part. Et ce qu'on a fait, on fait recours à la Banque centrale, on met pression sur la Banque centrale et la Banque centrale met en marche ce qu'on appelle la planche à billets. Déjà, comme vous touchez ces points sur la Banque centrale, une question me vient. J'aimerais savoir comment voyez-vous le rôle de la banque en ces moments de crise? Oui, je vais terminer l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, en tournant la planche à billets, on fabrique plus de francs que l'économie ne peut soutenir à cause donc d'un nombre limité de devises étrangères, des dollars américains dans le système économique, dans le système bancaire. Il y a en quelque sorte donc afflux de francs, il y a dépréciation donc de la valeur de la monnaie. Ça, c'est le deuxième élément qui explique la dépréciation monétaire. Mais le troisième élément, ça touche maintenant au rôle de la Banque centrale. C'est qu'au niveau de la Banque centrale, il n'y a pas une véritable politique monétaire crédible. Politique monétaire et politique d'échange. Je m'explique. Dans l'article 176 de la Constitution de la République démocratique du Congo, on dit que la banque a un certain nombre de missions qu'elle doit réaliser. La première mission, c'est de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire ayant pour objectif de stabiliser les prix dans le long terme. Ce rôle-là, la Banque centrale du Congo ne semble pas le jouer. Pourquoi? Parce que elle a perdu le contrôle sur la masse monétaire. Quand on regarde la masse monétaire en circulation, 95% de la masse monétaire se trouve en dollars et la Banque centrale ne contrôle plus que 5% de la masse monétaire en francs congolais. Avec ça, vous êtes incapable de pouvoir conduire une véritable politique monétaire. Deuxième élément qui touche au rôle de la Banque centrale, c'est de gérer les réserves d'échange. Quand on a des réserves d'échange, on déploie ces réserves-là pour intervenir sur les marchés pour soutenir la stabilité de la monnaie la stabilité des taux d'échange par rapport aux devises étrangères. Mais notre Banque centrale fait du n'importe quoi au point d'utiliser ces réserves d'échange, pas pour intervenir sur le marché, mais pour acheter des maisons préfabriquées, importées de la Turquie. Pourquoi? Parce que le directeur de cabinet Vital Kamerhe a pris le coup de téléphone, a appelé le gouverneur. On n'a pas besoin de ça, ce n'est pas la priorité de construire des maisons préfabriquées. Elles sont utiles, mais au lieu d'importer des maisons, moi je prendrai cet argent-là, je payerai les militaires et les policiers. Ils vont mettre en œuvre ce qu'on appelle le génie militaire, ou même des compagnies de construction congolaises. Elles vont utiliser la main-d'œuvre congolaise, les matières premières congolaises. On va construire, on paye les enseignants, on va fabriquer des maisons congolaises, créant des emplois pour tout le peuple congolais. Donc, je pense que notre Banque centrale n'a pas joué son rôle qu'il faut. Deuxième élément qui montre que la Banque centrale a failli à sa mission, c'est le rôle de conseiller économique et financier du gouvernement. Quand on a un contrat de importation des maisons préfabriquées et on présente la facture de 57 millions de dollars à la Banque centrale, c'est que le gouverneur de la Banque centrale devait faire, c'est de dire au gouvernement, attention, vous ne payez pas à la fois 57 millions de dollars à un prestataire qui va importer des maisons étrangères. Ce que vous devez faire, c'est signer le contrat après avis de non-objection de la Direction générale des marchés publics, signer le contrat entre l'État et le prestataire. Mais à la signature, vous payez 30%. Lorsque on aura importé des maisons et qu'on les aura installées, vous payez 50%. Et maintenant, lorsque toutes les maisons sont délivrées, vous payez donc la différence. C'est ça le rôle de la Banque centrale, d'être conseiller économique et financier du gouvernement. Dans ce cas ici, la banque n'a pas fait cela et
Elle a juste laissé l'argent sortir donc par la fenêtre et payer cet argent la cash. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'argent cash va aux finances. C'est le blanchiment d'argent en quelque sorte parce que vous ne savez pas ce qu'on va faire avec. Et en plus de cela, vous avez vu M. Diamal dire qu'il a pris l'argent, une portion est partie au Liban, on ne sait pas par quel mécanisme il a transféré. Donc la banque a failli à sa mission, elle a violé la constitution, elle a violé la réglementation d'échange parce qu'elle ne s'est pas assurée que les fonds transférés de la banque centrale sont arrivés à Ecobank où s'est trouvé le compte du prestataire. Par contre, les fonds ont été kidnappés au niveau de la Robank, on les a sortis en cash et ça s'est évaporé donc de la nature. Donc la banque a facilité, si je peux dire, les détournements des fonds publics. La banque a failli à sa mission. Docteur, le gouvernement continue de mettre les bons de trésor pour couvrir les dépenses. Est-ce une bonne idée actuellement? Vous savez, actuellement, lorsque l'économie du pays ne produit pas, et lorsque le gouvernement n'arrive pas à mobiliser les recettes intérieures, les ressources fiscales suffisantes pour financer ses activités, procéder par les bons du trésor, ça veut dire emprunter l'argent sur le marché. Exactement. Quand vous empruntez sur le marché, alors que ces emprunts-là vont pour pouvoir soutenir le rythme du fonctionnement des institutions. J'ai vu ce matin, par exemple, que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, il augmente les salaires de chaque député de $2000 par mois. De $2000 par mois. Nous avons 500 députés. Mais moi, je considère que la priorité des priorités aujourd'hui n'est pas d'augmenter les salaires des députés, c'est d'augmenter les salaires des petits fonctionnaires, parce que ces petits fonctionnaires-là, ils reçoivent moins de $100 par mois pour survivre. Les députés ont déjà beaucoup d'argent, ce n'est pas juste socialement. Mais deux aussi, on ne va pas utiliser toutes les ressources publiques pour pouvoir soutenir le rythme de vie des institutions. Il faut qu'on utilise cet argent pour investir dans la production. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la pandémie. Au lieu de continuer à importer la nourriture, aller jusqu'ici au plateau des Bateke, on peut cultiver le maïs, le manioc, l'arachide, tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Il nous faut changer la direction donc des actions gouvernementales et ce que nous sommes en train de faire, ça nous amène donc dans un cul-de-sac. Vous dites que émettre les bons de trésor n'est pas mauvais, juste qu'il faut savoir quand il faut émettre et quand il faut émettre. Okay. Le budget 2020 était de plus ou moins 1,8 milliard, comme vous l'avez dit. 11,8 milliards de dollars. 11,8 milliards. Est-ce réalisé sur notre budget? Oui, lorsque la pandémie donc a commencé, on avait déjà un budget de 11,8 milliards de dollars. Et ce budget, cela ne veut pas dire que nous avions 11,8 milliards de dollars dans les caisses de l'État. On espérait pouvoir continuer à mobiliser les ressources, les recettes publiques à travers la douane, à travers l'impôt, à travers les dividendes sur les entreprises publiques qui allaient totaliser à la fin de l'année 11,8 milliards de dollars. Avec la pandémie, toute l'activité économique a été perturbée. Les services générateurs de recettes n'arrivent plus à générer autant de recettes pour arriver à atteindre ce niveau de 11,8 milliards de dollars. Je pense que nous allons à peine atteindre peut-être la moitié de cela, sinon moins que la moitié de 11,8 milliards de dollars. Pour cela, nous devons réorienter les dépenses. Au lieu donc de mettre en œuvre tous les projets qu'on avait prévus avant, il faudrait maintenant recentrer ces dépenses, les réorienter vers les secteurs qui sont prioritaires. Et la priorité des priorités aujourd'hui, c'est quoi? C'est le secteur de la santé. Il faut arriver à donner des soins de santé à tout le monde qui est atteint de coronavirus pour qu'il puisse donc retrouver donc la santé. Deux, la deuxième priorité, c'est la nourriture. On a besoin de nourrir la population congolaise. Et trois, maintenant, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour relancer l'économie après la pandémie. C'est ça que nous devons faire. Malheureusement, j'ai peur de dire que nous constatons que notre gouvernement est hypnotisé. Parce que au lieu de faire ces choses-là, cette réflexion, ils sont en train donc d'augmenter les salaires des députés, des sénateurs, des dépenses qui, je considère, sont inutiles aujourd'hui, qui ne pourront pas permettre ni à la population congolaise de vivre mieux, mais surtout qui ne pourront pas permettre de combattre avec efficacité la pandémie de coronavirus et surtout qui ne vont pas permettre de relancer l'économie. Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa MaxiCash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash.
Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash, il faut oser la Nayango. UBA est l'une des institutions financières de premier plan en Afrique. Nous offrons des services bancaires à plus de 75 millions de clients à travers un vaste réseau de 850 agences installées dans 20 pays du continent. Avec une présence à New York, Londres et Paris, nous relions les peuples et les entreprises à travers l'Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. UBA offre également des solutions innovatrices de paiement transfrontalier ainsi que des services de financement du commerce parce que nous maîtrisons les rouages de la finance en Afrique. Nous vous apportons l'excellence, l'entreprise et l'exécution qui sont les valeurs de base de toutes nos opérations bancaires. En fait, nous sommes une banque orientée client. C'est notre philosophie. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Nous, c'est United Bank for Africa. UBA, Africa's Global Bank. Docteur, comment voyez-vous la vie après cette pandémie, entre l'inflation et la dépréciation de la monnaie? Si nous mettons en œuvre une bonne vision de développement, une bonne stratégie de développement qui aura des objectifs à court, à moyen, à long terme, nous pouvons relancer l'économie et remettre la RDC sur le bon chemin. Si nous avons appris les leçons de cette pandémie qui est en train donc de décimer la base sociale de la République démocratique du Congo. Mais si nous continuons avec les mêmes histoires telles que ce que le Premier ministre est en train de faire, là, d'augmenter les salaires des députés, au lieu de pouvoir utiliser cet argent pour faire des investissements productifs, construire les infrastructures sanitaires, construire les écoles, augmenter les salaires des fonctionnaires, si on continue à fonctionner comme on a fonctionné avant la pandémie, je pense que nous sommes voués à l'échec. Mais cette pandémie nous donne l'occasion aujourd'hui d'avoir une nouvelle vision, cette vision de développement qui nous a toujours fait défaut. Et si nous arrivons à adopter cette vision et à la mettre ensemble et à la faire partager par tout le peuple congolais, je pense que le Congo est promis à un bel avenir. J'en profite pour dire aux téléspectateurs que moi j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement pour développer le pays au profit de tous. Sortir du sous-développement pour parvenir à devenir un pays émergent en 15 ans. Mais pour le faire, il va falloir que cette vision soit partagée par tout le monde et que chacun, dans les limites de ses responsabilités, se mette au travail
pour mettre cette vision en œuvre. Si on arrive à le faire, nous sommes promis à un bel avenir. Mais si on n'arrive pas donc à le faire... Qu'est-ce qui bloque le plan Marshall, comme vous dites? Bon, ce qui bloque le plan Marshall, c'est que je ne peux pas le mettre en œuvre tout seul. Il faut que ce soit partagé par tout le peuple congolais, mais également par les institutions congolaises. C'est pour ça que je fais appel à tout le monde, aux députés, aux sénateurs, aux ministres, à tout le monde, à quelque niveau qu'il soit. Si nous pouvons avoir une discussion autour de la table sur la vision que le Congo doit avoir après la pandémie de coronavirus, moi je voudrais mettre le plan sur la table. Si quelqu'un d'autre a une autre vision, un autre plan, qu'il mette aussi sur la table, qu'on discute, qu'on change des choses, mais qu'on adopte une version finale qui deviendra la vision partagée par tout le peuple congolais. Si nous le faisons, tout le monde sera obligé d'exécuter cette vision, de la mettre en œuvre, et nous allons développer la RDC au profit de tous. Docteur fait un appel de travail en équipe. Docteur, si on écoute des experts, la RDC peut se rétablir mieux et plus vite qu'on croit. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, c'est pour ça que j'ai le plan Marshall. Je partage cet avis. C'est pour ça que j'invite tout le monde à se mettre autour de la table de discussion. Si nous arrivons à adopter une vision de développement commune, comprise par tout le monde, avec des idées bien acceptées par tout le monde, qu'on se mette au travail, chacun dans ce domaine, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus vite que nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous pouvons développer la RDC au profit de tous. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo de demain? Moi, je suis optimiste. Très bien. Je suis convaincu, moi, que l'impossible n'est pas congolais, que si nous nous mettons au travail, le plan que je présente, c'est pour 15 ans. Au bout de 15 ans, on va vous délivrer un pays émergent. Mais il faut pour cela qu'on se mette au travail et que chacun accepte de jouer par les règles et qu'on cesse ces histoires-là d'exclure les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le FCC, le CAJ qui sont au pouvoir et qui ont le monopole donc de la parole et que tous les autres donc doivent être exclus, doivent se taire. Donc si nous rassemblons tous les Congolais, on travaille ensemble, on a une vision de développement partagé, ce plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, au bout de 15 ans, je vous assure que nous serons un pays très avancé, similaire aux pays qui ont fait des progrès avant, tels que l'Indonésie, la Corée du Sud et consorts. Nous devons avoir cette vision orientée vers les objectifs et j'invite tout le monde à pouvoir s'inscrire donc dans cette dynamique-là. Docteur, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Et une dernière question, avant de... Ce n'est même pas une question. Qu'est-ce que vous recommandez à la République démocratique du Congo de faire en ce moment de pandémie et après cette pandémie? Actuellement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire après la pandémie? Oui, pendant cette période de pandémie, je veux que nous puissions survivre en tant que pays. Je veux que l'État, les autorités sanitaires, les autorités médicales continuent à sensibiliser la population et qu'on fasse tout pour stopper la propagation de la maladie parce que les choses sont en train d'augmenter aujourd'hui donc à une vitesse exponentielle. On a commencé le mois de mars avec un seul cas de testés positifs. Aujourd'hui, nous sommes à 4400 personnes atteintes donc de coronavirus. La propagation continue. Nous devons tout faire pour stopper cette propagation-là. Et pour le faire, nous avons besoin, le peu de ressources que nous avons, de les allouer au secteur de la santé, à équiper nos hôpitaux, à acheter des lits, à acheter des médicaments, à sensibiliser la population pour que nous puissions arrêter la propagation de la maladie. Maintenant, une fois que nous avons arrêté la propagation de la maladie, après ce qu'il faut faire, nous devons tirer les leçons de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. On n'a pas un secteur de la santé capable de soutenir donc un afflux de malades. Nous devons maintenant penser à construire de nouveaux hôpitaux, réhabiliter les hôpitaux existants, mais construire de nouveaux hôpitaux à nombre suffisant pour que plus jamais ce qui nous est arrivé aujourd'hui, qu'on soit encore donc dans la même situation. Je donne l'exemple. Vous avez l'hôpital général de référence ex-Mama Yemou, mais c'est un mouroir, ce n'est pas un hôpital. Vous avez l'hôpital même Galiema, c'est un ancien hôpital vieux dépassé, les infrastructures sont hors d'état d'usage. L'hôpital clinique danoise ou clinique quinoise derrière le Grand Hôtel, même chose, les cliniques des universitaires. Nous n'avons pas en RDC un véritable hôpital digne de son nom, répondant aux standards internationaux. Prenons avantage de ce qui nous est arrivé pour réhabiliter tout le secteur de la santé, pour réhabiliter le secteur donc de l'éducation, pour payer correctement les fonctionnaires de l'État, pour que nous puissions avoir des ressources humaines de qualité pour investir maintenant dans ce qu'il y a de plus proche au développement humain, l'autosuffisance alimentaire. Qu'on développe l'agriculture, l'élevage, la pèche, nous allons produire toute la nourriture dont nous avons besoin pour notre consommation
Et après, une fois que nous avons fait ces choses-là, nous allons commencer maintenant à penser à la diversification économique, à la création d'emplois dans d'autres secteurs. Si nous faisons ces choses-là, je crois que nous allons développer la RDC. On sera différent de la RDC donc avant la pandémie parce que on aura appris nos leçons et on aura intégré ces leçons-là dans la définition de la nouvelle vision de développement pour le pays. Et nous devons garder aussi des gestes barrières, ça vous avez oublié. Les gestes barrières, oui, ça c'est évident, nous devons les garder. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je trouve certaines mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ce sont des mesures à conserver même après que la pandémie nous aura quittés. Pourquoi? Parce que rien que avoir les habitudes de nettoyer ses mains régulièrement, c'est très bon pour l'hygiène. Ne pas aller dans des attroupements n'importe comment sans être propagé. Il y a des maladies, à part donc coronavirus, il y aura d'autres maladies. Il faut se protéger. Avoir l'habitude de ne pas s'embrasser. Ce n'est pas que c'est mauvais de, ce n'est pas mauvais de s'embrasser. Mais parfois, quand on embrasse des gens, ils ont des parfums qui sentent mauvais. J'ai pas envie donc de pouvoir sentir ça. Donc, bref, il y a des mesures qu'il faut observer. Je voudrais aussi souligner certaines choses. Des mesures telles que quand il y a un décès. Ne pas avoir des milliers de personnes qui vont louer des salles pour dépenser plus d'argent pour enterrer, pour pleurer la personne, alors que quand la personne était malade, personne ne donnait l'argent pour pouvoir donc soigner cette personne. Il faudrait qu'on puisse adopter ces mesures-là. Et quand il y a un décès, c'est un événement malheureux, c'est un événement triste, mais aller de la morgue immédiatement donc au cimetière sans pouvoir faire trop de bruit donc dans la ville, je crois que c'est important. Il y a des mesures comme ça, il va falloir que nous puissions en tant que société réfléchir sur ce qu'il faut conserver de cet épisode ici et d'autres mesures qu'il faudra peut-être donc revoir pour que notre société fonctionne mieux. C'était Dr Noël Tchani, plusieurs d'entre nous le connaissent déjà. Les mots de la fin, un mot de la fin, messieurs. Et mot de la fin, je voudrais encore une fois de plus faire appel à l'ingénuité du peuple congolais. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Vous voyez ce qui se passe avec les procès de Vital Kamerhe et consorts. C'est la lutte pour la mise en place d'un système de gouvernance différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Nous voulons l'avènement d'un état de droit. L'état de droit arrive avec beaucoup de peine, avec beaucoup de souffrance. Il faut que tout le monde accepte de jouer par les règles et que des procès comme ça arrivent à être éducatifs pour toute la population. Mais au-delà de ça, j'invite simplement tout le monde qui veut travailler avec nous à adhérer à la force du changement. La force du changement, si vous voulez travailler avec nous, le numéro de téléphone appelé, c'est plus 243 81 50 99 337 ou aussi plus 243 85 210 22 22. Vous tomberez sur quelqu'un qui prendra simplement votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse là où vous êtes situé, vous deviendrez automatiquement membre de la force du changement. On appelle les membres de la force du changement les agents du changement pour que nous puissions travailler ensemble, rassembler tous les Congolais pour développer la RDC au profit de tous. Et voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Nous espérons que cela vous a plu. Retrouvons-nous les vendredis à la même heure pour la rediffusion. Mais cependant, retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaîne YouTube 30 Echo Magazine et notre page Facebook 30 Echo. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonsoir.